Je vous remercie. Je vais monter pour pouvoir agir sur la technique du PowerPoint. Je vous demande juste une minute. Ah, voilà. Très bien. Merci à tous. Je suis effectivement donc Guillaume Grosso du Centre de développement de l'OCDE. C'est assez intéressant qu'on demande à l'OCDE de participer à cette réflexion sur l'espace atlantique parce que, comme vous le savez sans doute, l'espace atlantique a d'une certaine manière son histoire attachée à celle de l'OCDE qui tire ses origines au plan Marshall. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'OCDE, qui s'appelait alors OECE, était l'agence de mise en œuvre du plan Marshall, qui est peut-être le premier exemple de cette coopération atlantique. Le centre de développement de l'OCDE est effectivement déjà ouvert à l'espace tricontinental atlantique, puisqu'il a invité en son sein des pays non OCDE, comme par exemple le Brésil, évidemment le Chili, un certain nombre de pays d'Amérique latine et d'Amérique centrale, qui se retrouvent aux côtés des pays traditionnels de l'OCDE, comme le Mexique et comme les pays de l'Europe. Il compte aussi, bien sûr, le Maroc, qui est membre du centre de développement depuis peu et dont nous sommes évidemment très heureux de l'avoir à nos côtés. Je vous propose une présentation en 2 langues. Les slides seront en anglais et ma présentation sera en français et j'espère ainsi couvrir les besoins linguistiques de la plupart des gens dans cette assistance. Donc, ce que je voudrais faire, c'est avant de m'interroger ou de nous interroger sur les opportunités post-crise, je voudrais faire un petit point sur l'histoire de la crise elle-même, sa profondeur, essayer de comprendre un peu les dommages avant de regarder les éventuelles solutions. Alors, la crise, de quoi parle-t-on ? On parle d'abord d'une chute de la croissance du PNB dans les pays de l'OCDE de 4,5% en 2009, et ça, ce sont les derniers chiffres. Mais cette chute, eh bien, elle n'est pas perçue de la même manière en Afrique, avec au contraire une croissance en Afrique qui restera positive de l'ordre de 2,8% en 2009. Bien entendu, il s'agit d'une chute par rapport aux croissances observées précédemment, mais on reste sur un continent qui est en croissance. Le volume du commerce s'effondre, vous le savez, on parle de 13% en 2009, c'est le premier déclin dans le commerce mondial dans les 60 dernières années. Quelqu'un comparait ce matin avec l'histoire qui a précédé la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que les chiffres sont assez inquiétants. Les investissements directs à l'étranger sont également en berne, avec 20% de chute en 2008. Comment est-ce que cette crise affecte les pays et quels sont les pays qui ne sont pas affectés? En fait, aucun pays aujourd'hui n'est à l'abri de la crise. On entendait plus tôt ce mois-ci les dernières prévisions de l'Union européenne, 4% de chute, l'Allemagne est presque 6%, c'est le double des estimations qui avaient été faites quelques semaines auparavant. On parlait au début de la crise d'un certain nombre de pays qui seraient protégés de son impact direct, parce que ces pays auraient un accès plus réduit aux flux de capitaux internationaux. Alors évidemment c'est vrai, sauf que les maillons de la contagion, les chemins de la contagion de la crise sont multiples. Les pays sont atteints par des effets de second tour qui ne laissent que très peu de place à des croissances individuelles. L'Éthiopie, par exemple, va être touché par une chute du trafic international aérien. Le Cambodge va être touché par une réduction dans l'industrie textile. Le Mozambique pourrait être affecté par l'industrie automobile puisque ce pays est un producteur d'aluminium. Donc les chemins de la crise sont multiples et parfois imprévisibles. Les chiffres sont assez angoissants. On avait 929 milliards de dollars de flux de capitaux en 2007, 466 milliards en 2008, 165 milliards, les dernières estimations, en 2009, ça fait 82% de chute en 2 ans. Un exemple typique de contagion, pour illustrer peut-être mon propos, les flux d'investissement direct à l'étranger. Alors on voit bien l'impact direct, les prix du pétrole sont faibles, donc les gens investissent peu dans les pays riches en pétrole. Mais l'impact indirect, c'est quoi? C'est que ces pays, à leur tour, sont eux-mêmes investisseurs et investissent beaucoup moins
dans les pays, notamment au travers des fonds souverains, dans les pays en développement. Juste un chiffre peut-être, celui de la Banque mondiale, qui montre que la valeur des projets d'investissement en infrastructure en tant que partenariat public-privé, qui ont trouvé financement entre août et novembre 2008, était de 40% en chute comparé à la même période en 2007. Alors ça, on voit bien que ça a un impact court terme, mais ça a aussi un impact long terme, puisque quand on n'est pas capable de construire ou de financer les infrastructures, on met en péril la croissance long terme de l'économie. Autre chemin de la contagion, ce sont ce qu'on appelle les remittances en anglais, c'est-à-dire l'argent des migrants qui retournent vers leur pays d'origine. Ça peut représenter un impact assez faramineux. Par exemple, au Tadjikistan, 45% du PNB du pays est dû à ces remittances, à cet argent des migrants. 35% sur l'archipel des Tonga. L'impact est considérable, bien entendu, puisque l'un des effets de la crise, c'est le chômage. Le chômage touche en particulier les populations migrantes dans les pays de l'OCDE, mais aussi dans les pays émergents qui se servaient eux-mêmes de populations migrantes venues de pays moins développés. Par exemple, en Asie, la Chine vient de perdre 20 millions d'employés dans les 3 ou 4 derniers mois, et ça, ce sont les chiffres officiels du ministère du Travail chinois. 500 000 destructions d'emplois en Inde entre janvier et mars, pour donner peut-être une autre illustration. Alors, autre risque potentiel, c'est le risque de rapatriation ou de consolidation des capitaux. Il est très facile pour des investisseurs multinationaux aujourd'hui de déplacer les ressources financières au travers de la planète, d'un pays à un autre, et ça, évidemment, ça peut renforcer l'instabilité. Les profits réinvestis et les prêts entre compagnies sont vraisemblablement à risque aujourd'hui. Il est possible que ces investissements soient brusquement réduits parce que les compagnies préfèrent rapatrier les profits vers la maison mère. On l'a observé en Thaïlande en 1997, on l'a observé aussi en Argentine en 2001, donc on sait que ce phénomène peut se trouver réalisé. Alors on voit sur ce tableau les pays qui ont leurs banques détenues par des capitaux étrangers. Ça ne veut absolument pas dire que ces pays sont aujourd'hui pris dans un schéma de rapatriement des capitaux, mais c'est quelque chose simplement qui est un risque qu'il faut souligner. Alors à ce point, je voudrais juste récapituler 2 idées. D'abord, les besoins de tous ces États sont en croissance, ne serait-ce que parce qu'il faut développer des filets de sécurité sociale à cause de la crise, alors que les ressources de financement des États, elles, sont évidemment en baisse très fortement. Deuxième idée, on assiste à ce que nous appelons au centre de développement de l'OCDE le shifting wealth en anglais, c'est-à-dire le déplacement des centres de richesse. On voit que la croissance est très inégale. Certaines croissances se produisent dans certains pays, tandis que d'autres sont en chute libre. Alors à ce stade, on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire pour le climat post-crise en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire pour la question de la zone atlantique? Est-ce que la zone atlantique peut apporter une réponse à la situation actuelle? Eh bien, en fait, la réponse est sans doute oui. Alors, un oui mais quand même un oui. Pourquoi? Parce que nous avons, en regardant l'ensemble des pays de la planète, on s'aperçoit que les pays qui ont réussi à se diversifier en termes de flux commerciaux le plus sont ceux qui résistent le mieux à la crise. Quand je parle de diversification, je parle de diversification géographique aussi bien que de diversification sectorielle. Par exemple, quand on regarde les pays d'Afrique et qu'on ajoute les pays les plus pauvres en Afrique et Haïti, on s'aperçoit que ces pays exportent plus aujourd'hui vers la Chine que vers l'Union européenne, 24% vers la Chine, 18% vers l'Union européenne, et ça a été un facteur de résilience à la crise qui a permis à certains pays d'y résister beaucoup mieux. Alors, la manière dont ces pays, dont les pays en général vont pouvoir résister à la crise, ça devient donc de plus en plus lié à la manière dont ces pays ont réussi à s'ouvrir dans des axes sud-sud aux flux commerciaux. Alors là, on voit bien le potentiel des 2 côtés de l'Atlantique, avec de grands pays émergents comme le Maroc de ce côté-ci, d'autres grands pays émergents comme le Brésil qui lui font face. Pour donner un exemple précis de la manière dont cette diversification géographique et cette multiplication des flux sud-sud
peuvent apporter des réponses. Eh bien, on s'est amusé à regarder la corrélation entre la chute du PNB de certains pays, grands pays, l'influence que cette chute peut avoir sur d'autres pays. On voit aujourd'hui, par exemple, en prenant la zone subsaharienne de l'Afrique, qu'une chute de 1% du PNB américain ne conduirait qu'à une chute de 0,1% du PNB de la zone subsaharienne. Et ça, c'est dû largement à cette diversification des flux vers plus de sud-sud. Alors voilà, c'est très intéressant tout ça parce que ça renforce l'intérêt d'un axe transatlantique, de liens transatlantiques pour un futur économique commun. Je voulais juste prendre une minute pour regarder le Maroc. Alors je regarde avec angoisse le temps qui passe. J'espère que je reste dans les clous. Une minute pour parler du Maroc. Parce que dans cette optique, d'accord, on a dit les flux sud-sud sont peut-être l'avenir. Mais est-ce que le Maroc a une carte maîtresse à jouer? Alors quand on regarde les prédictions qu'on a aujourd'hui, alors il faut les prendre avec prudence parce que, comme vous le savez, toutes les institutions internationales ont révisé et continuent de réviser toutes les prévisions économiques presque de semaine en semaine. Donc, je vais parler donc au conditionnel, mais en tout cas, il semblerait que le Maroc ait une certaine marge de manœuvre pour prendre un rôle très actif dans cette diffusion ou cette augmentation des flux sud-sud au travers de l'Atlantique. Le taux de croissance au Maroc de 2009 et de 2010 va décliner, mais reste très positif. L'économie a bien résisté à la crise. Le portefeuille d'investissement est de plus en plus diversifié dans le pays. Les politiques pour mettre en place le développement du secteur privé ont été prises avec plusieurs étapes. Le plan de 2005, des simplifications des procédures en 2007, des plateformes d'excellence en 2008, des mesures aussi qui ont été prises récemment pour défendre et garantir le pouvoir d'achat des ménages, continuent de placer le Maroc dans la locomotive si le pays souhaitait développer ses liens sud-sud. Autre avantage peut-être sur lequel le Maroc peut construire, c'est l'économie verte qui a fait partie de la stratégie du pays au travers d'une multitude d'initiatives vertes. D'abord, le Maroc, comme vous le savez, a ratifié le protocole de Kyoto, a adopté le mécanisme de développement propre des Nations Unies en 2006, mais aussi a su développer au niveau national un certain nombre de politiques qui orientent l'économie marocaine vers une économie plus verte. Alors, à ce stade, si je devais récapituler, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, on fait face à une crise mondiale qui a secoué l'économie avec énormément de chaînes de contamination. Deuxièmement, on est face à un phénomène de shifting wealth, c'est-à-dire de changement des pôles de richesse qui va laisser des gagnants et des perdants. Troisièmement, les économies sont et seront plus fortes si elles arrivent à se diversifier dans leur portefeuille de commerce, en particulier sur des flux sud-sud. Quatrièmement, dans ce contexte, l'espace transatlantique peut faire du sens. Et cinquièmement, le Maroc est donc plutôt bien placé pour en tirer un certain nombre de fruits. Alors à ce stade, on peut se poser une dernière question, et je terminerai là-dessus. Sur quelle base est-ce que les États des deux rives de l'Atlantique, et en particulier les États au sud, pourraient travailler ensemble? Que doit-on mettre en avant? Quels liens peut-on tisser? Alors, la réponse est multiple, hein, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de réponse miracle. Néanmoins, il y a deux axes peut-être qui peuvent être privilégiés, surtout à une époque où les États mettent en place des stimulus fiscaux et donc ont une marge de manœuvre peut-être nouvelle pour influencer les domaines vers lesquels on oriente les investissements. Le premier pilier pourrait être un investissement dans la recherche et le développement et l'innovation. C'est un vecteur très important de la croissance économique. C'est un vecteur, d'ailleurs, c'est un facteur qui a été très bien compris par un certain nombre de pays, dont vous voyez la liste à titre d'exemple sur cette diapositive. La Finlande, la Norvège, la Suède, l'Allemagne, l'Espagne, le Japon, etc. ont tous mis en place des programmes plus ou moins importants pour renforcer la recherche et le développement à l'heure des stimulus fiscaux. Évidemment, investir dans l'innovation, ça veut dire aussi investir dans l'infrastructure et dans les arrangements institutionnels qui vont permettre cette innovation. Alors,
Par exemple, ce qui pourrait être considéré soit de manière individuelle de part et d'autre de l'Atlantique, soit pourquoi pas de manière collective, c'est des interventions gouvernementales ciblées pour supporter, soutenir la recherche et le développement et l'innovation, comme par exemple innover dans les entreprises qui sont à la fois jeunes et qui sont focalisées sur l'innovation, mettre en place des infrastructures tangibles et intangibles pour la création du savoir et sa diffusion, évidemment mettre en place des composants haute technologie dans l'infrastructure physique, développer les technologies de l'information, en particulier les réseaux grande vitesse Internet. Et ça, évidemment, ça passe par un cadre régulatoire. Ah, je crois qu'on a perdu l'image. Ah, c'est pour ça, c'était le... Très bien. Bah, écoutez, donc ça, c'est le premier pilier. Deuxième point, c'est l'économie verte. Et ça, je crois que ça fait du sens, et on le sait, et on l'a montré à l'OCDE, que ça fait du sens donc d'investir dans l'économie verte. Non seulement ça fait du sens pour la planète, mais ça fait aussi du sens économique, tout simplement. Mettre en place les bonnes incitations, éliminer les mauvaises, améliorer l'efficacité, voilà des programmes, voilà le deuxième axe sur lequel aussi bien le Maroc, par exemple, à titre individuel, que à titre collectif des deux côtés de l'Atlantique, pourraient réfléchir ensemble à de telles mesures. Je vais arrêter ici. Je suis vraiment désolé d'avoir dépassé un petit peu. J'espère que c'était clair. Évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à toute question par la suite. Merci beaucoup.